La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour Inès. Bonjour Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Merci. Je suis vraiment contente de te recevoir parce que je suis sûre que ton histoire va en inspirer plus d'un, plus d'une. Alors, ma première question est toujours pour les invités de se présenter, de nous raconter un peu d'où ils viennent, quel âge. Voilà. Eh bien, moi, je suis donc Inès Kemnye Bouabda. Je viens du Cameroun. Je suis en Belgique depuis 2000, décembre 2000. Voilà. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis sage-femme, Ouais. Sage-femme hospitalière et formatrice de sage-femme. Sage-femme, information de sage-femme. Ok. On va revenir plus en profondeur sur 2-3 infos que tu viens de lâcher. En attendant, j'aimerais que tu me dises ce que tu as pensé quand je t'ai contacté pour ce podcast. Est-ce que le mot afropéenne est un mot que tu connaissais? Est-ce que tu t'es sentie concernée? Voilà, raconte-moi un peu quel était ton ressenti. Eh bien, afropéenne, je ne connaissais pas. Ça m'a fait rire quand j'ai vu cette invitation. J'avoue que au départ, je me suis dit encore un truc de plus. Mais quand j'ai été regarder de qui venait l'invitation, j'ai tout de suite répondu oui parce que j'ai la chance de connaître la personne à la base du projet. Ça fait plaisir. C'est une personne que je respecte énormément, une personne dont je connais le parcours et une personne qui ne fanfaronne pas, une personne qui m'inspire moi. Et je participe à ce projet avec beaucoup d'honneur. Je suis très contente. Super. Voilà. On est content au podcast, même si c'est une équipe d'une personne, mais on est super fiers. Merci beaucoup. Donc en fait, le mot afropéenne, comme d'autres participantes, est un mot qui est à peine connu. Mais quand on reprend les deux parties du mot afro et européen, est-ce que tu te sens concernée par cette approche? Complètement. Oui. Et je comprends l'idée, au fait. Je comprends l'idée comme des Africaines qui se reconnaissent africaines, mais qui vivent sur un continent, qui est le continent européen, qui ont appris et compris le mode de fonctionnement en Europe, qui l'intègrent, mais sans toutefois oublier leurs origines. Et je m'y retrouve tout à fait. Ok. Et autre question, comment est-ce que tu vois ton avenir en tant que femme africaine dans cette Europe? Est-ce que tu as l'impression que tu dois arracher ta place, que la place est offerte, que la question ne se pose pas? Et oui, comment tu vois le futur en fonction de ta réponse? En tant que femme africaine, je trouve que oui, on doit arracher sa place. Elle n'est pas offerte. Mais en tout cas, en Belgique, mon expérience, c'est que le fruit du travail, c'est cette place. Donc, une fois qu'on a fait ses efforts,
il y a des chances d'avoir voilà, la place qui nous est destinée. Mais elle n'est pas évidente, si je puis utiliser ce mot. Voilà. Ce n'est pas une évidence, mais on peut se révéler au bout de son parcours par ses efforts. Et tu penses que c'est une question la même pour tous les individus? Est-ce que le fait d'être une femme change la donne? Est-ce que le fait d'être une femme noire change encore la donne? Ou pour toi, c'est juste voilà, le propre pour tout individu et qu'il n'y a pas de débat? Moi, je dirais autrement. Je dirais plutôt que le fait d'être noir change la donne, femme ou homme. Et le fait d'être femme change la donne aussi. Donc, il n'y a qu'à voir dans nos institutions les responsables, le fameux plateau le plafond de verre dont on parle, qui est déjà présent pour les femmes tout court et qui est présent pour les noirs tout court. Donc, associer les deux facteurs, femmes et noirs, d'après moi, nous réduit pénalise davantage. Ouais. Tout à fait, merci. Ouais. Ok. Et donc, du coup, je reviens sur le début. Donc, tu nous as dit que tu étais sage-femme hospitalière. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un peu ton parcours scolaire? Mais vraiment, moi j'aime bien que les gens racontent depuis la maternelle, qu'ils remontent. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de choses commencent déjà très très jeune. Quand on voit la combativité, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Je me suis rendu compte au fur et à mesure des interviews que cette combativité, en fait, elle vient de loin. Et donc, ça m'intéresse tout de savoir un peu le parcours scolaire. Ok, donc moi j'ai fait mes primaires et secondaires dans mon pays, dans un petit village qui s'appelle Mbo. J'ai eu la chance d'évoluer dans un environnement assez encadré où mes parents travaillaient dans le même environnement, désolée de me répéter. Mon papa à l'église, au collège et ma mère plutôt à l'hôpital. J'ai toujours vu ma mère s'occuper des femmes enceintes. Je l'ai vue stériliser ses ciseaux, laver ses gants, faire des accouchements à la maison. Et pour moi, c'était le seul métier que je pouvais faire. À l'époque, je me disais, je voudrais être gynécologue. Mais pour moi, la vision de gynécologue, c'était ce métier-là. C'était suivre des femmes enceintes dans une petite communauté et donner la vie sans complications, en toute simplicité. Ils ont un peu romantique. Voilà, exactement. Dit comme ça, c'est pas un beau tableau. Et après mes humanités, donc, je n'ai pas eu la possibilité tout de suite de faire ces études-là. J'ai d'abord fait de la gestion, comptabilité et gestion. Et là, j'ai compris que c'était vraiment pas pour moi. Je n'avais aucune accroche, rien ne m'intéressait là-dedans. Et puis, j'ai eu la possibilité de venir en Europe. Au départ, pour faire des études de médecine. Et pour des raisons qui ne dépendaient pas de ma volonté, cela ne s'est pas fait. Je n'ai pas pu rentrer à l'ULB comme prévu. Et ma petite sœur, que vous connaissez sûrement, qui s'appelle Meto Anne. Balance. Attends, je vais faire un petit PS parce que l'interview de Sarah, c'était Mamie Toutou, Mamie Toutou. Je suis là, Sarah. Bon. La mèche est vendue. Ma petite sœur a été d'un grand soutien parce que ne sachant pas trop où aller, elle, alors qu'elle n'était que petite étudiante, a contribué grâce à toutes les économies qu'elle s'est faites de son babysitting à payer ma première année
ma première année sage-femme. Cela a été très très marquant pour moi et depuis lors, j'ai commencé ces études. Et en cours de parcours, je me suis rendu compte qu'en fait, les études de gynécologie dont je rêvais toute petite, c'était exactement les études de sage-femme. Oh, ouais, ça c'est chouette. Voilà. Ouais. Et je me retrouve vraiment à ma bonne place dans ces Ça, c'est études. magnifique. Et donc tu as fait des études finalement à la Haute École Libre de Bruxelles. Ok. Ah oui, c'est fou. Comme quoi, Oui. finalement, un parcours sinueux peut t'amener exactement où on veut être, tout à fait. Ok. Et alors, on parlait tout à l'heure de plafond de verre, de difficultés, de femmes noires. Comment est-ce que tu ramènes ça à ton métier? Par rapport à mon métier, à ta réalité. À ma réalité, ici. oui. Ben, moi, je trouve que, enfin, j'ai dû me résigner, j'avoue, parce que j'ai toujours été super ambitieuse parce que dans mon métier, je me voyais évoluer. Oui, la pratique sage-femme, ok, mais améliorer la pratique par la recherche. En ce sens, j'ai fait une formation à l'école de santé publique à visée épidémiologique, finalité épidémiologie et biostatistique. Mon objectif derrière était de faire de la recherche et très clairement, je n'ai pas eu la possibilité de faire de la recherche. Cela a été attribué à quelqu'un d'autre. Ou alors, je le faisais si je m'autofinançais. Ce qui n'était pas possible. J'avais besoin, comme tout le monde, de gagner ma vie. Je pense aussi à une formation en massage femme enceinte, que je trouve un vrai plus dans l'accompagnement des femmes enceintes. Je n'ai pas pu mettre ce projet en place là où je travaille. J'ai dû me résigner, à ce stade-ci en tout cas, par rapport à ma profession hospitalière, en restant simplement sage-femme de nuit. Ceci dit, forte de mon master et autres formations, j'ai postulé à la haute école, l'école où moi j'ai été formée. Et là, je trouve que le plafond de verre dont il est question est moins existant. Et à quoi c'est dû? Peut-être la pénurie d'enseignants. Ok. Peut-être la pénurie d'enseignants, parce que moi, je n'ai pas une autre explication. Mais en tout cas, oui, pour le temps de travail que j'ai là-bas, je me sens à l'aise dans ce que j'ai à faire. Voilà. Et que ce soit, on parle de pénurie, est-ce qu'il y a d'autres femmes noires dans ton entourage? Donc, je parle bien d'entourage professionnel. Sage-femme, prof. Eh bien voilà, ça aussi, ça a été mon grand étonnement. Je suis seule à l'hôpital Erasme. Et ça, je n'ai pas compris parce que je me rends quand même compte que chaque année, il y a pas mal d'étudiantes d'Afrique noire qu'on forme. Et donc, je me demande où vont ces étudiantes. Pourquoi moi, toute seule à Erasme depuis 14 ans Et dans les autres hôpitaux? Dans les autres hôpitaux, je crois, à Sainte-Anne, j'en ai vu une. À Saint-Jean, je n'en ai pas vu. Mais Brugmann et Saint-Pierre, je ne sais pas. Voilà. Et c'est assez étonnant quand même, pour cette pratique-là, de se dire pourquoi si peu de noirs sont représentés. À la haute école, de nouveau, je suis seule noire dans l'équipe des sages-femmes. Donc on pourrait se poser la même question. Où sont toutes ces étudiantes formées? Où sont toutes ces étudiantes formées? C'est aussi diplômées. Clairement, le sujet du podcast, c'est comment ça se fait que dans la vie, dans la représentation de la société, finalement, il y a toute une partie de la population qui n'existe pas et pourtant qu'on voit au quotidien. Pourtant qu'on voit au quotidien. Et qu'on ne retrouve pas dans les médias, qu'on ne retrouve
pas dans les écoles, qu'on ne retrouve pas... Sur le terrain. Oui. Donc, oui. Question. Ouais. Et on espère qu'au fur et à mesure des interviews, on pourra avoir des éléments de réponse. Ok. Donc, sinon, à ton avis, à ton humble avis, quel est ton avenir? Quel est dans ce métier de sage-femme hospitalière? Est-ce que tu penses que les choses peuvent évoluer au niveau aussi de la HELB en tant que prof? Ou est-ce que tu crois que de toute façon, ce qui est, sera et Non. Moi, j'ai plutôt une vision assez optimiste. Ok. Je pense, en tout cas pour les personnes que je vois autour de moi, dont Anne Métaux, que il faut travailler en fait. Il faut travailler. Rien n'arrive. Tout ce qui nous arrive est le fruit de nos efforts. Okay. Donc si je devrais donner un conseil, c'est que toutes ces jeunes filles noires doivent avoir quelque chose à dire. Si je suis restée 14 ans à Erasme, je pense que c'est grâce à mon travail. Okay. C'est quand même ça qui est mis en avant. Je pense que du point de vue professionnel, nous devons avoir quelque chose à dire, et malheureusement plus que les autres. Et alors, nous aurons notre place à la table. Il n'y a pas de problème. Je suis très optimiste. Et je pense que cela doit commencer par les familles déjà. Donc, en famille, nous devons éduquer nos enfants, nos filles, à viser l'excellence pour avoir notre place et notre mot à dire. Ok. Eh bien, ça, c'est un joli mot de fin pour le podcast. Vraiment, merci pour ce partage très inspirant. Vraiment, pour ces belles paroles. Moi, j'ai toujours, pour finir, un petit rituel, c'est de demander aux invités de nous proposer soit une lecture, soit un film, une musique, quelque chose qui a porté l'invité. Ou quelque chose où elle se dit, j'aurais aimé découvrir ce livre plus tôt. Il m'a vraiment inspiré. J'aurais aimé écouter cette musique. Voilà. Chaque invité m'a donné pour le moment un film, une musique ou un livre qu'il a porté. Est-ce qu'il y a quelque chose? Ça peut être autre chose. Moi, je parle de musique, film et livre. Voilà. Ça peut être autre chose. Moi, ce qui me porte, c'est... je pense que mon énergie vient de l'amour. L'amour de ma famille et pour ma famille. Et ma recherche du bien-être, en fait. Okay. Voilà. S'il faut vraiment parler de quelque chose de porteur, au-delà de livres dont je pourrais donner quelques-uns, moi, c'est vraiment l'amour qui est mon énergie, c'est mon espoir. Ok. Voilà. Amen. En tout cas, merci beaucoup. Donc, pour la suite du podcast et du projet, je reviendrai probablement vers toi. Et en attendant, je te souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Et à toi, merci aussi. Et merci pour ce projet. De rien. À bientôt. À bientôt. Voilà les amis, j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!